So next speaker is actually approaching one kind of materials that I'm particularly fond of, which is macroporous materials. So it's Sylvain Deville coming from LSFC in Cavaillon, mixed unit between Saint-Gobain and CNRS. Alors, du coup, je vais vous parler de matériaux très différents de ce qu'on a vu depuis ce matin, qui sont des matériaux macroporeux, qui ont vraiment des très gros trous par rapport à ce qu'on a vu. Et alors, quand j'ai reçu l'invitation de Clément à venir parler au colloque, je lui ai tout de suite répondu oui, parce que je suis quelqu'un de très poli. Et puis après, j'ai fini de lire son mail. Et à la fin du mail, il disait ça serait bien si tu pouvais venir parler de ce qui t'excite chez les matériaux poreux en ce moment. Et ce que vous devez savoir, et que lui ne savait pas apparemment, c'est que j'ai arrêté de travailler dessus depuis quelques années. Parce que j'ai trouvé des choses plus intéressantes à faire depuis. Et du coup, dans les 25 minutes qui restent, je vais essayer de vous convaincre de laisser tomber les matériaux poreux pour faire des choses plus intéressantes. Donc, j'ai quand même fait des matériaux poreux pendant pas mal d'années. Les matériaux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des gros trous. Jusqu'à présent, on a vu des nanomètres et des choses comme ça, des angstroms. Là, c'est des trous, c'est l'éponge que vous avez en haut, les filtres extrudés que vous avez à droite, les nids d'abeilles, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des très gros trous par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va parler procédés, on va parler matériaux. Les procédés, ce genre d'approche, jusqu'ici, vous avez vu la super belle science. Là, c'est vraiment de la cuisine et du bricolage, ce que je vais vous montrer. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est des procédés super robustes, en fait. Du coup, industriellement, c'est intéressant d'avoir ces procédés parce que c'est facile à maîtriser et à utiliser. 3 grandes approches, une quatrième que je n'ai pas mise. Soit vous faites une réplique, vous trempez une éponge dans une pâte céramique et après, vous venez brûler votre polymère initial. Soit vous utilisez des templates initialement, vous venez brûler derrière, ça crée des trous, ou sinon vous faites mousser directement. 3 grandes approches, une quatrième très répandue industriellement, qui est l'extrusion également. Vous venez extruder une pâte à travers un template. Et ce qui nous intéresse en général dans ces matériaux, c'est de se balader dans cet espace. 2 paramètres, la porosité et la taille de pore. La taille de pore, ici on va de 1 à 1000 microns, à peu près 1 millimètre. Et en fonction des procédés, on peut se balader un peu dans cet espace. En fonction des propriétés qu'on recherche, on va choisir tel ou tel procédé pour se balader dedans. Alors, le problème qu'on a avec les pores, en général, il est assez bien résumé là-dessus. On a déjà entendu parler dans le premier exposé. C'est que, suivant les propriétés que vous recherchez, elles ne varient pas de la même manière dans cet espace paramétrique. Si vous prenez à droite, l'axe vertical, c'est la propriété physique que vous recherchez, qui peut être la résistance mécanique, qui peut être la résistivité, la perméabilité, on en a parlé tout à l'heure. Et puis à droite, en bas, vous avez la quantité de porosité que vous avez dans le matériau. Et alors, le problème qu'on commence à avoir, c'est quand vous voulez optimiser 2 paramètres qui ne varient pas dans le même sens. Ce qu'on a vu dans le premier exposé de l'après-midi, c'est que vous voulez augmenter la perméabilité, mais vous voulez quand même un matériau qui tienne la route. Et donc, si vous voulez plus de perméabilité, il faut augmenter la porosité. Mais quand vous augmentez la porosité, vous tuez les propriétés mécaniques. Et donc, il y a un optimum à trouver entre les deux qui est jamais trivial, quoi. Donc, en général, c'est assez compliqué. Un exemple ici avec les propriétés mécaniques de céramique poreuse. En bas, la densité relative. Et ce qu'on voit bien, c'est que plus on met de trous, moins c'est solide. Il n'y a pas de miracle. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est la flèche rouge, c'est aller vers la gauche, mais en même temps monter vers le haut pour partir dans ce sens. Et donc ça, c'est un des grands problèmes qu'on a avec ce type de matériaux, notamment avec les matériaux céramiques. Alors comment on fait ça? Il y a une des possibilités qui a émergé depuis quelques années, c'est tous ces matériaux multi-échelles, en fait. Et d'où ça vient ça? Ça vient beaucoup des matériaux naturels, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve très, très couramment. Ici, l'exemple de l'os que tout le monde connaît par cœur. On a une structure extrêmement hiérarchique, et si vous regardez les échelles dans lesquelles on se balade, ça va de l'échelle du nanomètre jusqu'à l'échelle, dans le cas de l'os, de plusieurs centimètres, et on a une structure qui est définie à toutes ces échelles. Donc ça, dans les matériaux naturels, on sait très bien le faire. Un autre exemple aussi hyper beau, c'est ces éponges Euplectella, là, c'est de la silice, en fait, qu'on trouve au fond de l'océan. La structure en elle-même fait une vingtaine de centimètres à peu près, donc c'est quelque chose de vraiment très gros. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'en voir. Et quand vous zoomez dans la structure, en fait, vous voyez qu'à chaque niveau de zoom, vous avez une structure différente qui apparaît. Et c'est vraiment la combinaison de toutes ces structures, de toutes ces architectures qui permet à une éponge en silice d'être flexible et d'avoir des propriétés qui correspondent à ceux dont a besoin cet organisme en particulier. Donc vous voyez qu'on balaye des échelles dimensionnelles qui sont extrêmement grandes. Alors faire ça dans les matériaux poreux synthétiques, en fait, on ne sait pas très bien faire. J'ai mis un exemple ici, on en avait vu un autre tout à l'heure dans un exposé aussi. On sait faire ça à 2, voire 3 échelles dimensionnelles, mais en fait on n'arrive pas à bien faire mieux en général. Donc ici on a un exemple où on a des macropores. Le matériau a été congelé, on a créé une empreinte par les cristaux de glace qui fait quelques microns, et quand on zoome dans les parois, on a un effet d'empreinte par des petites billes en polymère qu'il y avait.
Et puis les parois elles-mêmes, il y a une microporosité parce que les particules ne sont pas tout à fait soudées. Et donc dans les structures synthétiques, ça, on ne sait pas bien faire d'avoir plus d'échelle dimensionnelle. La photo que vous avez en bas à droite, là, je ne sais pas si quelqu'un reconnaît, c'est les fibres des raquettes de tennis. Et encore une fois, là, on a peut-être 2 échelles dimensionnelles, mais on n'arrive pas vraiment à balayer toutes ces échelles dimensionnelles-là. Donc en résumé, faire ça dans les matériaux synthétiques, on aimerait bien s'inspirer de tout ce qu'on a vu sur ces structures naturelles, mais refaire ça de manière synthétique, en fait, on a vraiment du mal. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème 4 exemples à gauche de choses qu'on peut essayer de rajouter dans les matériaux pour améliorer ces propriétés qui sont intrinsèquement pas forcément très bonnes. On peut vouloir mettre des gradients de porosité qui vont nous introduire des gradients de propriétés mécaniques. On peut vouloir jouer sur des gradients de composition, qui est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les matériaux naturels aussi. On peut vouloir contrôler la microstructure à des échelles beaucoup plus fines, et c'est les exemples que je vous ai mis en bas là, dans les images. Et puis on peut vouloir faire des structures multi-échelles. Avec deux conséquences qu'on attend en général, c'est d'augmenter les propriétés mécaniques, qui sont très souvent la propriété qui nous freine dans ce type d'application, et puis introduire la multifonctionnalité aussi, qu'on recherche plusieurs solutions techniques dans un seul matériau. Alors comment on fait ça? Une manière de le faire qui est arrivée quand j'ai commencé à préparer cet exposé, que j'ai réfléchi, c'est de combiner des procédés qui existent déjà indépendamment. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ce que j'appelle les mariages arrangés, là, j'ai repris, c'est les Simpsons, les Simpsons. Vous prenez 2 procédés assez robustes, bien établis, et vous essayez de les combiner, et avec un peu de chance, vous arrivez à combiner les bénéfices des 2 procédés, plutôt que de bénéficier des inconvénients de chacun des procédés, quoi. Alors je ne vais pas prendre 40 exemples, j'en prends juste un, parce que tout le monde en parle depuis, on est au pic du hype de l'impression 3D, qu'on appelle aussi la fabrication additive. Le principe de base, c'est hyper simple, c'est de l'extrusion en fait. C'est de l'extrusion contrôlée. On fait une pâte. Si vous avez des enfants qui font la pâte à modeler, c'est exactement le même principe. Quand je vous dis que c'est de la cuisine de bas étage, c'est vraiment ce qu'on fait. Et puis vous venez le déposer de manière contrôlée. Donc ça, c'est hyper populaire en ce moment. Et ça, en fait, ça peut se combiner à d'autres techniques qu'on avait qui existent déjà. Je vais vous donner 2-3 exemples de ce qu'on peut faire justement qui nous permettent d'améliorer les matériaux par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, quoi. Première idée sur laquelle ces gens ont construit, donc c'est le groupe d'André Stoudart à Zurich, à l'ETH. Ils se sont dit, plutôt que d'imprimer une pâte céramique qui va nous faire des petits extrudats qui sont denses, et donc d'avoir juste une porosité qui est celle de la grille, on va faire une mousse et on va extruder cette mousse. Et donc vous voyez que d'entrée, qu'en extrudant une mousse, vous avez les gros pores qui sont créés par la manière dont vous définissez votre motif quand vous le rentrez dans l'imprimante. Et dans les parois de ces murs, vous avez des petites porosités qui viennent de la mousse que vous avez créée dedans. Donc vous rajoutez déjà un niveau supplémentaire de porosité. Et puis vous pouvez jouer sur les propriétés de la mousse. Vous pouvez faire des pores qui sont ouverts ou fermés. Vous pouvez jouer un peu avec ce type de propriétés de la mousse intrinsèque et commencer à vous balader un peu dans le diagramme que je vous montrais tout à l'heure pour faire varier un peu la densité et tout en conservant éventuellement les propriétés mécaniques de ce type de matériau. Un peu plus compliqué encore. Vous pouvez racheter des échelles supplémentaires et faire l'auto-assemblage en plus, mettre des templates que vous venez cramer derrière. Donc vous avez toujours votre structure qui est designée par l'impression 3D. Quand vous zoomez dans les parois, vous avez mis des petites billes en polymère que vous êtes venu brûler derrière, donc ça vous fait un deuxième niveau de porosité. Et les parois elles-mêmes sont constituées de micelles que vous venez faire cramer derrière, ça vous fait encore un autre niveau de porosité. Et le résultat, c'est que quand vous regardez la taille de pore que vous pouvez atteindre, cette fois, vous êtes plus limité à 2 ou 3 ordres de grandeur. Mais eux, dans leur matériau, cette fois, ils se baladent sur 5 ou 6 ordres de grandeur en termes de dimension de porosité. Donc ça permet vraiment d'apporter des choses qui sont un petit peu différentes par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc ça, c'était juste un exemple avec la fabrication additive. Mais dans ce type d'approche de matériaux macroporeux, je pense qu'il y a un vrai intérêt à venir maintenant combiner des procédés bien établis et qui nous apportent des choses qu'on n'avait pas jusqu'à présent, en fait. Et tout ça, enfin, c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'être très créatifs, on prend des solutions qui existent déjà, on les combine, et puis on a de la valeur ajoutée. Donc c'est un peu une solution de facilité, mais qui permet d'apporter pas mal de nouveautés, quoi. Alors, ce qui m'intéresse quand même, je suis obligé d'en parler, c'est la congélation, parce que c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Les procédés qu'on a développés pour faire des matériaux poreux, ce qu'on appelle la texturation de la glace ou l'ice templating, le principe de base, il est hyper simple. On prend une suspension, ou une solution, mais nous, on plutôt travaille des suspensions colloïdales, qu'on vient congeler. Quand on congèle cette suspension, toutes les particules sont ségrégées entre les cristaux de glace. Et après, on vient se balader dans le diagramme de phase de la glace ici, on vient sublimer la glace, donc on crée des porosités là où il y avait la glace, on a un effet d'empreinte de la glace, et puis si c'est une céramique, on vient la friter pour densifier les murs, et le résultat, c'est des matériaux macroporeux où la porosité est une réplique de la glace directement.
En général, on congèle de manière directionnelle, et du coup, on crée des matériaux macro-poreux avec une porosité qui est directionnelle. Alors ça marche avec tout maintenant. Nous, on a beaucoup travaillé sur les matériaux céramiques. Ça marche avec des polymères, ça marche avec des gels, ça marche avec des métaux maintenant, avec du graphène, avec absolument tout ce que vous voulez, en fait, parce que le principe de base, il est physique, il n'est pas chimique, en fait. Donc vous prenez à peu près n'importe quel matériau, vous allez pouvoir le texturer avec cette méthode. Alors là où je suis content, pour revenir à la mission que m'avait confiée Clément, qui est de parler de ce qui m'excite, ces procédés, l'idée de base, le premier article, c'est fin des années 80, je crois que c'est 1987. Pendant 30 ans, dans tous les articles, les gens disaient « le nouveau procédé de texturation à la glace ». Pendant 30 ans. Et depuis 2-3 ans, on a changé de statut et on est devenu well established. Alors ça, je suis assez content de le voir parce que ça a mis 30 ans, mais les gens arrêtent de considérer ça comme quelque chose de nouveau maintenant, mais comme quelque chose de bien établi. Et ça a plusieurs conséquences. Alors, vous êtes d'une part en termes de matériaux, qu'on touche à tous les matériaux, donc ça aide les gens à convaincre que c'est plutôt bien établi. Une deuxième conséquence, c'est que les gens regardent le procédé différemment maintenant, et je vais vous donner 2-3 exemples derrière de ce qu'on peut faire une fois qu'un procédé est devenu bien établi. La première chose qu'on peut faire, et ça c'est la seule diapo que j'ai sur quelque chose qu'on a actuellement fait au labo, c'est que jusqu'à présent, les gens ils faisaient des petits cylindres ou des cubes avec ce procédé pour démontrer le principe du concept. Effectivement, ça marche. Maintenant, on est arrivé à une étape où les gens se rapprochent de l'application et font des pièces qui sont directement liées à l'application. Et en l'occurrence, dans la thèse de Jordi au laboratoire, là, qui avait fait le pari de ne pas se raser pendant 3 ans, du coup, il a fini avec une barbe qui était pas mal. 3 ans. On a travaillé pour faire des tubes à porosité radiale, macroporosité, et l'application, c'était les membranes à transport d'oxygène. Et donc, on a réussi à développer des tubes qui font 20-30 cm de long, à peu près, avec une porosité radiale. Et donc, c'était une première étape pour aller plus vers l'application. Et donc, bon, il y a d'autres exemples maintenant où les gens... le procédé étant bien établi, il commence plus à raisonner en termes de qu'est-ce qu'il nous faut pour l'application, pour aller dans ce sens. Et de ce point de vue-là, je suis extrêmement satisfait de voir ce genre de démarche. Un autre signe qui ne trompe pas, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de brevets aussi sur ces sujets. Si vous faites Google Patents, là, ice templating ou freeze-casting, vous voyez que maintenant il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de résultats. Alors, ce n'est pas tout là-dessus exactement. Souvent, c'est cité dans l'introduction en disant les process usuels pour faire la porosité, dont l'ice templating. Mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de brevets maintenant qui sont déposés sur ces procédés, et c'est aussi signe que les gens commencent à prendre ça un petit peu au sérieux pour des applications. Donc ça aussi, c'est assez plaisant. Autre signe qui ne trompe pas, c'est que les gens travaillent sur des applications un peu plus mainstream maintenant. Il y a notamment beaucoup d'articles qui apparaissent pour le domaine des batteries. Et les gens se sont aperçus que ce type de structure, qui est extrêmement directionnelle, permet d'améliorer les performances des batteries. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir une tortuosité assez compliquée dans la porosité ici de votre électrode, si vous faites des choses qui sont directionnelles, vous augmentez la perméabilité, la diffusion est plus facile, et vous améliorez les performances tout en gardant une bonne surface spécifique d'échange dans ces matériaux-là. Donc il y a tout un tas d'articles maintenant qui apparaissent. Ici, c'est du LiFePO4, là. Donc peut-être qu'un jour, vous aurez des batteries comme ça dans votre téléphone qui auront été faites par congélation, vous penserez à moi ce jour-là. Deuxième exemple ici, toujours pour les batteries. Différence cette fois, en plus, ils ont fait des choses qui sont flexibles, alors que c'est fait à base de polymère, un mélange de céramique, pardon, c'est un mélange céramique-polymère, et ils arrivent à faire des batteries qui sont flexibles, donc en termes de propriétés mécaniques, ça devient assez sympathique. Et donc les performances, notamment ici, c'est la conductivité qu'ils ont montré en fonction de la température, des choses qui ont été texturées par la glace sont un peu mieux que ce qu'on a jusqu'à présent. Alors, le problème qu'on a maintenant, c'est le scale-up. Et alors là, on est encore à l'échelle du labo, il n'y a quasiment personne qui a voulu s'y attacher en fait, à ce problème-là. Tout le monde fait des petits blocs qui font quelques centimètres à l'échelle du laboratoire, mais passer à l'échelle suivante, qui est l'échelle pilote, et en fait, il n'y a quasiment personne qui veut s'y mettre. Et étant moi-même dans un environnement semi-industriel, une des choses que j'ai réalisées en 15 ans passés là-bas, c'est le gap qu'il y a entre... on fait un bel article et on dit il y aura des applications super dans ce domaine, et puis le point de vue industriel où il faut avoir des arguments sacrément convaincants en termes économiques pour arriver à remplacer des procédés qui sont déjà en place et convaincre les gens de mettre un peu de sous pour passer à l'échelle pilote et à l'application derrière. Donc peut-être que ça va mettre encore 20 ans avant qu'on y arrive. Alors quelques développements pour revenir à vraiment la science de ce qu'on fait avec en termes de congélation. Pour revenir à l'exemple de l'impression 3D, les gens ont combiné l'impression 3D avec la congélation. Vous prenez les deux sujets les plus cool du moment et ça vous fait quelque chose de super cool. L'idée ici, simplement, ils ont pris l'impression 3D, ils ont imprimé de l'eau en fait, et ils ont déposé des gouttelettes de manière contrôlée sur le substrat. Ils sont venus congeler, donc ils ont des petites gouttelettes congelées, ils déposent la suspension qu'ils veulent texturer par-dessus.
Et puis, quand ils ont fini le cycle pour enlever la glace, et ben, ils obtiennent des porosités qui sont à différents niveaux dedans. Et s'ils répètent ça plusieurs fois, ils peuvent faire des couches avec des porosités comme ça qui sont extrêmement bien définies à l'intérieur dans ces systèmes, quoi. Autre approche que vous pouvez faire, c'est combiner encore l'impression 3D avec la texturation. Et sauf que cette fois-ci, la pâte que vous injectez, vous variez sa composition en fonction du temps. Cette pâte-là elle-même, alors cette fois-ci, c'est pas de l'eau qui est utilisée pour texturer, mais c'est du camphène qui congèle autour de 40 degrés, donc on peut le faire à température ambiante. Et en variant la composition, le ratio matière-camphène, eh bien, vous pouvez créer des matériaux qui ont des gradients de porosité au fur et à mesure que vous les imprimez. Donc ça vous permet de commencer à faire des architectures qui sont un petit peu plus complexes. Alors ce qui m'emballe vraiment, c'est maintenant quand les gens prennent des matériaux poreux et qu'ils les remplissent. Quand on voit des trous, on a envie de mettre quelque chose dedans, évidemment. Et un premier exemple ici, les gens ont texturé, c'était du titosan ici, par ice plating. Donc ils ont fait cette structure lamellaire poreuse que vous avez vue depuis le début, et ensuite ils sont venus faire la biominéralisation, très similaire à des procédés naturels, sauf qu'au lieu de le faire couche par couche, ici ils font tout en même temps. Ensuite ils pressent le tout, et le résultat c'est qu'on obtient des matériaux composites, denses complètement. Hein. Donc ici le matériau macroporeux c'était une base pour faire un matériau composite. Et ça, c'est des structures qui nous intéressent drôlement, notamment du point de vue des propriétés mécaniques. Donc ça, c'est un changement qui est intéressant. Alors ici, les propriétés mécaniques ne sont pas super. Hein. C'est de la biominéralisation. Donc en termes de ténacité, par exemple, ouais, on n'est pas à des valeurs bien folles, mais le principe est intéressant. Concept un peu plus intéressant de collègues à l'Imperial College. Ici, ils ont fait de l'ice plating sur du graphène. On prend tous les matériaux super à la mode. Ici, du graphène. Et ensuite, ils sont venus remplir leur graphène avec un géopolymère. Et au résultat, ça fait un matériau composite qui est complètement dense, avec une interface en graphène. Et ça, d'une part, ça a des propriétés mécaniques qui sont super intéressantes, mais en plus, comme le graphène est conducteur électrique, vous pouvez suivre la dégradation du matériau en mesurant sa conductivité. Donc vous introduisez de la multifonctionnalité dans vos matériaux ici, quoi. Donc encore d'autres exemples comme ça, mais je vais continuer à enchaîner, quoi. La dernière chose qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui m'intéresse maintenant, en fait, pourquoi je laisse tomber les matériaux macroporeux, c'est d'utiliser ce qu'on a appris pour faire des matériaux macroporeux dans des contextes qui n'ont absolument plus rien à voir, en fait, quoi. Et le premier exemple qu'on a en ce moment, qui est un projet avec Francisco qui est ici, c'est que la base de notre procédé de congélation, c'est l'interaction entre des objets et des cristaux en glace. Et donc, on a développé pendant pas mal d'années une approche au laboratoire basée sur la microscopie confocale pour observer comment est-ce que la matière se redistribue quand on congèle. Et ce qu'on fait maintenant dans le projet, c'est que la matière qu'on congèle, c'est des cellules, en fait. Et on s'attaque cette fois aux problématiques de cryopréservation. Donc, on peut voir in situ, alors à gauche, c'est un vieil article, hein, c'est ce qu'on essaye de faire mieux maintenant. Et donc, vraiment, on a un pont qui se crée entre tout le savoir et le savoir-faire qu'on a développé pour faire ces matériaux poreux, macroporeux, et ça, on peut le réutiliser dans un contexte qui est complètement différent, et qui est super emballant, parce que personne ne sait faire ça jusqu'à présent, quoi. Deuxième exemple extrêmement différent, et je suis tombé dessus il y a 2 ans, ça. C'était un article dans Chemical Engineering News, d'un groupe qui a découvert par hasard que quand ils congelaient, leur réaction chimique se faisait de manière plus rapide. Ils ont trouvé ça par accident. Et ils étaient là, ouh, c'est vraiment étonnant notre réaction. Donc ça, c'est la réaction sur laquelle ils travaillaient, là. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, parce que je ne suis pas chimiste. Mais ils avaient 2% de rendement à 37 degrés, et puis quand ils congelaient, ils sont aperçus qu'ils montaient à 91% de rendement. Alors ils étaient sacrément contents. Et en fait, alors ils disent on est tombé dessus par hasard, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ils congèlent, comme ce que je vous ai montré précédemment, ils ségrègent tous les solutés qu'il y a initialement dedans. La glace, elle rejette tout, en fait, elle veut rien dedans. Ils créent des petites poches où la concentration augmente, et donc le fait d'augmenter la concentration, ça accélère les réactions. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est relativement... j'ai creusé un peu le sujet après. C'est quelque chose qui est relativement connu, en fait. Enfin, qui a été rapporté de nombreuses fois, en fait. Je ne dirais pas que c'est relativement connu, mais il y a pas mal de réactions différentes. Alors, en général, j'aime bien l'introduction ici, les gens disent on congèle, en général, pour préserver la nourriture, etc. La connaissance intuitive qu'on a, c'est de se dire, si on veut ralentir les réactions, on va congeler. Et en fait, il y a pas mal de réactions où c'est l'inverse. Si on congèle, on accélère les réactions par cet effet de concentration, en fait. Et les principes de base, c'est un peu les mêmes que ceux que nous on a quand on fait notre texturation à la glace avec des particules. C'est quand la glace, elle va croître, elle va concentrer tout ce que vous mettez au milieu. Donc nous, c'était des particules pour faire des macroporeux. Si vous mettez vos réactants pour faire de la chimie, ben, vous allez accélérer votre réaction chimique. Alors 2 exemples pour finir de ce que les gens en font, par exemple. Vous pouvez congeler de l'ADN, l'ice plating de l'ADN, nouveau sujet à la mode, après le graphène. Ce groupe-là, eux, ce qu'ils voulaient faire... alors, ne me demandez pas pourquoi, mais ils voulaient accrocher des ligands de l'ADN sur des petites particules d'or. Et ils sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient juste tout mettre en solution initialement. Quand ils congelaient, tout allait être rejeté par la glace.
et tous retrouvant en contact extrêmement proche entre la glace, ils arrivent à faire cette jonction et à créer ces assemblages ici qu'ils n'arrivaient pas à faire autrement, quoi. Donc vraiment, encore une fois, le même effet que ce que nous, on a développé, mais qui est utilisé dans un contexte vraiment différent. Deuxième exemple ici, une équipe, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent étirer et aligner des brins d'ADN. Ne me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, ils sont aperçus que s'ils congelaient, c'était une bonne manière de le faire, en fait. Et toujours le même principe, si vous mettez de l'ADN dans l'eau, que vous venez le congeler, alors il ne faut pas congeler n'importe comment non plus, parce que vous ne voulez pas le dégrader, j'imagine, mais ils sont aperçus que ça se concentrait entre les cristaux de glace et qu'ils arrivaient très très bien à aligner les molécules d'ADN, parce que la concentration ultime, elle est vraiment à l'échelle des brins d'ADN que vous avez entre les cristaux, quoi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ça, en fait, on le savait déjà, dans un autre contexte. Et il y avait toute une série d'études en fin des années 90 où les polyméristes essayaient d'augmenter la cristallinité des polymères. La cristallinité, en gros, quand vous avez votre solution de polymère ici, le PVA, par exemple, quand vous allez le gélifier et en faire un matériau, il y a des domaines cristallins qui apparaissent et le reste est complètement désordonné. Pour certains types d'applications, c'est plus intéressant d'augmenter la cristallinité des polymères, apparemment. Et ces gens se sont aperçus que s'ils prenaient leur solution et qu'ils la congelaient, ils augmentaient la cristallinité. Et encore une fois, le principe de base, c'est toujours le même. C'est que la glace, quand elle va croître, elle va rejeter toutes les molécules de PVA qu'il y avait entre les cristaux. Et elle va être tellement compressée entre la glace que les molécules vont finir par s'aligner et cristalliser. Et donc, c'était un moyen qui était extrêmement efficace pour augmenter la cristallinité des polymères. Et accessoirement, faire des matériaux poreux, en l'occurrence, puisque une fois qu'on élimine la glace, il restait les pores à la fois, donc on pouvait gagner sur les deux tableaux en même temps. Donc finalement, c'est toujours les mêmes effets qui reviennent. Ma conclusion personnelle, c'est que faire des choses nouvelles, en fait, c'est vraiment difficile. parce que quand on creuse un peu dans la littérature, il y a toujours quelqu'un qui l'a fait avant, donc c'est vraiment pas évident, quoi. Ma conclusion personnelle, c'est que... alors les matériaux poreux, c'est super, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, c'est le thème du colloque. Ce qui vraiment m'intéresse aujourd'hui, tu as raté l'introduction, c'est de prendre du savoir et du savoir-faire qu'on a développé dans un certain nombre de procédés et de l'appliquer dans un domaine qui n'a rien à voir. Et en fait, là, on a une vraie valeur ajoutée qui est souvent hyper intéressante. Et les procédés que je vous ai montrés au début pour les matériaux macroporeux sont tellement génériques, en fait, que ce soit faire des émulsions, des mousses, de l'extrusion, des choses comme ça, qu'on peut les réappliquer dans un contexte complètement différent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la congélation, en l'occurrence. Et donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment, de mon point de vue, garder un œil ouvert sur ce qui se passe en dehors de juste votre domaine et aller voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on peut faire des jolis mariages arrangés et qui nous permettent d'avancer sur des sujets de manière assez inattendue parfois. Voilà, donc je vais en rester là pour ne pas déborder de temps. Merci.